pour donner une incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en bon économiste, je vais vous dire, il faut mettre un prix. Il faut mettre un prix sur ces émissions. Et aujourd'hui, dans quelques pays, des prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une taxe carbone à un niveau relativement élevé, par exemple en Suède. En France, maintenant, on a aussi un prix sur le carbone qui est relativement faible, mais pas partout dans le monde. Par exemple, il y a au contraire des subventions à l'utilisation d'énergie fossile. Aujourd'hui, le montant de ces subventions à l'échelle mondiale, c'est 500 milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est un peu plus que 0,7% du PIB mondial. Donc évidemment, ça, si vous subventionnez l'utilisation d'énergie fossile, vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire pour inciter les gens à en utiliser moins, à faire de la recherche pour avoir des technologies qui permettent d'en utiliser moins, etc. Et donc, évidemment, on a besoin quelque part de mettre un prix pour inciter du développement technologique, de l'adoption de ces technologies, et puis des changements de comportement. Les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, elles sont croissantes, et si on continue et d'ailleurs la croissance augmente, si on continue sur des rythmes actuels, on pourrait atteindre une augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle de plus 3, voire plus 4 degrés de la température moyenne globale d'ici la fin du siècle. Alors une température annuelle moyenne globale, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que plus on va s'approcher des pôles, plus ça va être amplifié. Et puis il y a d'autres phénomènes de montée du niveau de la mer, de changement des régimes de précipitation, etc. Maintenant, d'un point de vue d'économiste, la question du scénario catastrophe, on peut la voir un petit peu comme une question d'assurance. Finalement, le scénario catastrophe, pourquoi est-ce que c'est important de l'envisager ? Pour s'en protéger. Exactement comme, à titre individuel, on envisage des scénarios d'inondation, d'accidents, d'incendie pour s'en protéger. S'en protéger, ça va vouloir dire quoi dans le cadre du changement climatique? Ça va vouloir dire deux choses. Premièrement, chercher à atténuer le changement climatique, donc limiter les émissions de gaz à effet de serre pour que l'ampleur du phénomène soit moindre, et d'autre part, commencer à s'adapter. Et dans s'adapter, il y a énormément de choses. Mais donc le scénario catastrophe, on l'envisage pour qu'il ne se produise pas. Et c'est vraiment dans une idée d'assurance qu'on voit les choses. La croissance de quoi on parle exactement? Un modèle basé sur la croissance des inégalités, on n'en veut pas vraiment. Quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB en général. Le PIB, c'est quoi? C'est la valeur des échanges économiques qui ont lieu entre les gens. Ça, c'est une mesure qui est très très approximative du bien-être des gens, par exemple. Et d'ailleurs, à partir d'un certain niveau, c'est assez décorrélé. C'est aussi une mesure qui est très très approximative parce que finalement, quand on reconstruit après une catastrophe, ça va faire augmenter le PIB. Donc il faut bien faire attention. L'objectif ultime et final d'augmenter le PIB, ce n'est pas forcément quelque chose qu'une société a envie de poursuivre. Après, des questions de développement, d'amélioration de l'accès à la santé, de l'accès à l'éducation, etc. Évidemment, c'est des objectifs qu'une société a envie de poursuivre. Et la question, c'est est-ce qu'on peut concilier ça avec réduire les émissions de gaz à effet de serre? On l'espère. Par contre, ça demande des actions dans différents domaines, des changements technologiques, de l'amélioration de la façon dont on utilise l'énergie, de l'efficacité dont on utilise l'énergie, et peut-être aussi une réflexion sur nos modes de consommation, nos modes de vie, nos modes d'organisation d'une façon générale, puisque finalement les émissions de gaz à effet de serre, c'est aujourd'hui, quand on se déplace,
avec une voiture qui fonctionne à l'essence, on va émettre des gaz à effet de serre. Quand on se chauffe avec une chaudière qui utilise du fuel, du gaz ou de l'électricité produite à partir d'énergies fossiles, on va aussi émettre des gaz à effet de serre. Donc évidemment, si on réorganise nos villes pour avoir moins besoin de se déplacer par exemple, à ce moment-là on va aussi pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas un accord international qui va les faire avoir lieu. Les réductions, elles ont lieu à des échelles beaucoup plus locales. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un accord international? C'est parce qu'on est dans un cadre, alors que dans un jargon d'économiste, on appellerait une tragédie des communs, mais pour l'expliquer, en fait, finalement, chacun a intérêt à ce que le voisin fasse l'effort de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et que lui ne fasse pas d'effort, mais profite du bénéfice de la réduction des émissions, parce que finalement, l'effet sur le climat est complètement moyenné, peu importe où est réduite une unité d'émissions de gaz à effet de serre, l'effet de limitation du changement climatique va être le même. Donc on est dans un cadre où chacun a intérêt à ce que l'autre agisse, mais pas lui, puisque c'est l'autre qui va payer les coûts, et puis tout le monde va récupérer les bénéfices. Donc on a besoin d'un accord international pour créer une confiance dans le fait que tout le monde s'engage, et que donc les coûts qu'on va payer vont être partagés par tous, et que les réductions d'émissions qui vont être faites à un endroit ne vont pas être compensées à un autre endroit par finalement plus d'émissions qui ferait qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Donc la nécessité de l'accord, c'est vraiment créer une confiance dans le fait que tous ou la majorité s'engagent dans un sens. Le stock de gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui dans l'atmosphère, il est surtout dû aux pays du Nord, qui sont aussi plus développés. Et donc, la position des pays du Sud, ça va être de dire, montrez l'exemple, laissez-nous nous développer, et puis nous, on verra après. Simplement, on a aussi besoin de réduire les émissions dans les grands pays émergents qui sont aujourd'hui les principaux émetteurs. Et donc toute la question est là, comment est-ce qu'on réconcilie le besoin légitime en développement et en même temps le fait que on a besoin de réduire les émissions partout pour réussir à atteindre des objectifs qu'on se fixe. Et c'est là que toutes les questions de transfert de technologie, de financement des actions viennent se poser, et les négociations sont évidemment difficiles